Moi, quand je vends 18 euros, 18 euros hors taxe, il y a à peu près 5 euros pour moi, quoi. Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et parce que vous et moi l'aimons passionnément, je vous propose de découvrir les secrets d'un bon vin. Parcourons ensemble le vignoble à la rencontre de vigneronnes et vignerons valeureux et engagés pour des discussions hautes en couleurs. Nous voyagerons à travers les régions, les cépages, les savoir-faire et les belles histoires du monde du vin. Je suis Romain Becker et je vous souhaite la bienvenue dans le bon grain de l'ivresse. Depuis 2019, j'ai appris énormément de choses avec le bon grain de l'ivresse. Parmi elles, il y a, je pense, une certaine vérité du terrain. La théorie c'est bien, mais ça doit être accompagné par du terrain. Sentir, écouter, admirer, toucher et goûter, ça n'a pas de prix. J'ai donc appris à faire confiance à ceux qui le ratissent, ce terrain. Et parmi eux, il y a Jérôme Gagnez. Au printemps 2025, je l'ai appelé pour profiter de sa connaissance du Bordelais qu'il arpente sans relâche depuis son installation dans la région. Il m'a cité plusieurs noms, accompagnés d'arguments solides, puis le ton de sa voix a changé en prononçant le nom de Christophe Landry. L'enthousiasme qu'il a mis à ce moment-là m'a instantanément convaincu. Et j'ai bien fait de l'écouter, car j'ai découvert à Arsac, en appellation Margaux, un vigneron pointu, profondément gentil, avec un petit grain de folie, et surtout des vins qui ont une âme. Je vous embarque donc aujourd'hui sur la rive gauche, à la rencontre d'un homme dont la qualité des vins est inversement proportionnelle à sa notoriété. Bonjour Christophe Landry. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. On est ici à Arsac. Oui. Arsac, c'est sous l'aire d'appellation Margaux, oui, dans le Bordelais. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle Christophe Landry, j'ai 55 ans et je suis viticulteur sur la commune d'Arsac dans l'appellation Margaux depuis 1995. Viticulteur à Arsac et à Guiton, qui fait partie d'Arsac, si j'ai bien compris, c'est ça ? C'est la même commune. C'est la même commune. C'est deux lieux-dits. Le lieu-dit Le Gravier, pour le château des Graviers, et le lieu-dit Guiton pour ce qui est du Clos du Four. Voilà. Donc il y a le château des Graviers, où on est ici. On ira voir un petit peu plus tard le Clos du Four. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous en êtes arrivé à la viticulture et quelle est l'histoire de la propriété, s'il vous plaît ? Dans mon parcours, au départ, j'ai commencé par faire un BEP à Bazas, dans les Landes, pour être céréalier. C'est-à-dire que Arsac, on est proche de Bordeaux. Et donc l'urbanisation commençait à se développer sur le secteur. Et donc moi, étant toujours sensible aux grands espaces, pas trop peuplés de préférence, mais j'ai envisagé de partir dans les Landes pour faire des céréales. Par contre, ce qui m'a fait revenir à la viticulture, c'est vraiment le vin, le produit du vin en soi. Et ce que l'on fait, c'est-à-dire où on crée quelque chose jusqu'à le partager à table, quoi. Et ça, c'est peu commun dans l'agriculture. Vous dites revenir parce que c'est une propriété familiale. Oui, là, je suis la 5e génération. Par contre, le fait que je vive à l'heure actuelle essentiellement de la viticulture, je suis la première génération à ne vivre que de la viticulture. Puisque jusqu'à mes parents, jusqu'en 1984, il y avait une activité de commerce bois, fioul, charbon, et une partie élevage et une partie forestière. Voilà. Donc c'est vous qui avez décidé d'abandonner ces autres activités ? Alors, j'ai pas vraiment décidé de les abandonner, j'ai été un peu contraint. En grosse partie parce que c'est des activités où le temps le plus important à allouer à ces travaux, c'est-à-dire par exemple l'élevage, les foins, c'est au mois de juin quand il faut relever la vigne, et donc c'est pas compatible, quoi. C'est-à-dire que ça faisait une surcharge de travail au même moment. Et puis après là c'est personnel, mais depuis l'âge de 8 ans, ma sensibilité par rapport aux animaux a fait que j'ai arrêté de manger de la viande. Et donc je me voyais pas continuer de l'élevage alors que je suis pas du tout dans le sens de la consommation de viande, quoi. Voilà.
Comment ils faisaient vos parents justement pour concilier toutes ces activités ? La plus grosse surface qu'ils ont eue dans ces périodes-là, c'était donc 8 hectares. Et pour 8 hectares, il y avait 6 personnes qui travaillaient sur la propriété, quoi. Donc ça, ce n'était plus possible, puisque 6 salaires avaient 8 hectares de vignes, vu la valorisation qu'on a sur les bouteilles, et encore dans une appellation porteuse, c'était pas possible. Donc j'ai préféré me consacrer à ce que j'avais le plus envie de faire, c'est-à-dire la vigne. Aujourd'hui, au château des Graviers, vous avez toujours 8 hectares ? Non. Il y a eu une révision de l'appellation Margaux en 2007, puisqu'elle n'avait pas été révisée depuis sa création. Et dans cette révision, on a eu 10 hectares de classés. Enfin, une partie ne nous appartenait pas, qu'on a racheté, et l'autre partie, 4 hectares, nous appartenait. Et donc, le château des Graviers, à l'heure actuelle, c'est 12 hectares de vignes en production. J'aimerais qu'on parle précisément là, de ce changement d'aire d'appellation en 2007 à Margaux, puisque je crois que c'est un sujet qui vous a passionné. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Dans quel sens s'est fait cette modification d'aire d'appellation et comment se sont faits les choix ? Alors, la démarche au départ, ça a été de redéfinir l'appellation par rapport aux critères géopédologiques qui sont le plus importants pour la vigne et la qualité du raisin qui en découle. Et c'était aussi de remettre de l'ordre dans tout ce qui est chiffres par rapport à cette appellation, puisque une partie, comme je l'évoquais, avait été consommée par l'urbanisation et une autre partie qui n'avait pas été classée, ce qui était le cas de certaines de nos terres. Cette appellation, comme c'était des démarches volontaires, une partie donc des viticulteurs de l'époque n'ont pas souhaité adhérer à l'appellation parce que ça représentait plus de contraintes pour eux que d'avantages qu'ils pouvaient espérer, quoi. Voilà. Ce que je comprends là en fait, c'est que quand l'appellation a été créée dans les années 50, le bénéfice, il n'était pas évident pour certains viticulteurs, enfin pour certains agriculteurs, et donc ils ont préféré ne pas adhérer à l'appellation. Seulement en 2007, avec une partie de l'appellation qui avait été grignotée par les constructions, et puis la valorisation qui avait été prise entre-temps par les vins sur les 50 ans, il y a d'autres personnes qui ont vu éventuellement un intérêt à adhérer à l'appellation. Est-ce que ces choix, au-delà de la volonté de certains d'adhérer à l'appellation, est-ce qu'ils se sont basés sur des critères, comme vous avez dit, géopédologiques pertinents ? Alors, tout a été basé là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail de fait pendant de nombreuses années, sous l'initiative du syndicat viticole et de 2 ou 3 familles locales, pour essayer de cartographier tous les terrains susceptibles un jour de pouvoir répondre aux caractéristiques géopédologiques de l'appellation Margaux. Voilà. C'est quoi alors les caractéristiques géopédologiques de Margaux ? Qu'est-ce qui fait Margaux aujourd'hui ? Par exemple, donc c'est des sols, c'est des potzols, c'est-à-dire que c'est des sols graveleux. Pour que ces sols graveleux puissent permettre l'infiltration de l'eau. Et donc cette infiltration de l'eau, de fait, va limiter les fruits dans leur qui se gorgent en eau et donc qui diluent le potentiel des vins derrière. Donc il y a un drainage qui est fait par les graves. Oui. Voilà. Dans les graves, il y a aussi malgré tout un petit peu d'argile. Et donc ça retient l'eau, et sur des années sèches, comme on a pu connaître ces dernières années, 2022 par exemple, j'imagine que c'est plutôt un atout pour la maturité et pour la santé de la vigne. Alors ça, c'est très inégalitaire suivant des secteurs, parce que par exemple, plus on va aller vers le nord de l'appellation, qui est les communes de Soussan, Margaux, Nord et Soussan, où c'est des secteurs effectivement où on va avoir des capacités de rétention d'eau un peu plus importantes, parce que les sols ont dans leurs caractéristiques un peu plus d'argile. À l'inverse, nous, puisqu'on est au sud de l'appellation Margaux,
On a des sols plus sablonneux, avec des graves un petit peu plus fines, et très souvent, pour généraliser sur notre secteur, des sols avec des teneurs d'argile beaucoup moins importantes. Donc ça veut dire que vous arrivez un petit peu plus tôt à maturité avec les cabernets, avec les merlots, que si vous étiez au nord de Margaux, c'est ça? Tout à fait. Vous vendangez un peu plus tôt? On vendange un petit peu plus tôt, oui, tout à fait. Et sur une année comme 2024, par exemple, qui a été une année très pluvieuse, un millésime compliqué à la vigne, d'après ce qu'on entend un peu partout, est-ce que c'était plutôt un avantage d'être au sud de l'appellation ici? Alors ça l'a été, mais malgré ça, il a fallu être... J'ai été très restrictif, c'est-à-dire qu'on a même des parcelles où les 10 pieds du bout, un peu près de la route, ou comme ça, où la route, par sa perméabilité, restitue plus d'eau, c'est des secteurs où il n'a pas fallu hésiter et laisser une vingtaine de pieds et les vendanger séparément, quoi. Alors, je remonte le fil de l'histoire. Donc, vous venez en 95 vous revenez en 95 au domaine. Est-ce que vous aviez déjà une idée précise de ce que vous vouliez faire? Comment est-ce que vous envisagez la viticulture et la production de vin à cette époque-là? Une idée précise, non. C'est-à-dire que la seule idée que j'avais, c'est d'être au plus juste avec mes actions et au plus juste d'un point de vue environnemental, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, au plus juste au niveau environnemental? C'est-à-dire que j'ai toujours eu conscience que le vin, c'est pas un produit de première nécessité. Donc l'idée, c'était de trouver mon bon comportement et le bon ratio de mes actions en me disant, ce que je souhaite, c'est produire un vin de la plus grande qualité que je puisse, mais en ayant un impact le plus modéré possible, et surtout en limitant au maximum les intrants pour que cette notion de terroir qui avait été définie à une période où la mécanisation, le transport, etc. ne permettaient pas vraiment des échanges avec des régions très éloignées, retrouver la vérité, entre guillemets, de mon terroir, quoi. Voilà. Ça veut dire que révéler le terroir, ça passe par un peu moins de mécanisation, d'après vous? Qu'est-ce que vous avez changé par rapport à ce que vos parents faisaient? Alors, ce que j'ai changé, j'ai tout reconstruit, entre guillemets, comme ça a été construit. C'est-à-dire que moi, on m'a toujours dit que la tradition, c'est à un moment donné une expérience qui a bien marché et que tout le monde copie. Et ça devient une tradition. Et donc, cette tradition, elle est valable à un instant T, mais quand on se projette à un horizon de 30-40 ans et qu'on voit les évolutions dans tous les sens de ce qui nous entoure, je trouve que j'étais pas forcément en adéquation avec ce qui m'entourait en 1995 quand j'ai repris la propriété. Vous avez un exemple précis à nous donner? Mais par exemple, si on parle de sujets, par exemple, comme de protection du vignoble, c'est que j'ai rapidement éliminé les insecticides, parce que un exemple qui a été fait, c'est qu'on a voulu lâcher des typhlodromes par rapport à des araignées rouges, mais que les typhlodromes partaient dans les parcelles à côté où il y avait des araignées rouges, puisque c'est ce qu'ils consomment et que s'il n'y a pas d'alimentation, il s'en va. Donc la première expérience a été celle-là, où je me suis dit, la problématique, c'est pas ce qu'il y a dans la vigne, c'est ce qu'il n'y a pas. Puisque pour qu'eux s'alimentent et qu'ils soient là, il faut tolérer certains insectes qui ne sont plus, quoi. C'est ce que aujourd'hui certains appellent du biocontrôle, c'est-à-dire que vous allez lutter contre certains ravageurs, si je peux utiliser ce mot-là, grâce à soit des plantes, soit d'autres animaux, en l'occurrence là des prédateurs du ravageur qui vous embête, c'est voilà. Ça? Ce qui est compliqué, alors surtout dans la période où je l'ai fait,
c'est que c'était tolérance zéro, quoi. Et donc, là, par contre, je remercie le patrimoine familial, parce que quand je me suis intéressé à ce mode de culture, rapidement, ce que j'ai vu qui pouvait m'avantager, c'est que dans ma famille, beaucoup de remembrements avaient été faits. Et donc, la plus petite parcelle que je détenais, elle faisait 2,5 hectares. Et chaque empreinte ou chaque espace que je laissais de libre, je voyais qu'il était rapidement colonisé parce que c'est une surface, surtout comme chaque partie était en lisière de forêt, c'est une surface qui rapidement était recolonisée par les insectes qui, eux, avaient été épargnés dans la forêt, quoi. J'imagine qu'en 30 ans, vous avez changé pas mal de choses et que, surtout en 30 ans, le climat a changé. Quelles sont ces choses justement que vous avez modifiées au domaine, ces nouvelles pratiques, à la fois peut-être celles qui vous ont convaincu et puis celles qui vous ont moins convaincu? Est-ce qu'on peut essayer de donner d'autres exemples, s'il vous plaît? Alors moi, le phénomène déclencheur, ça a été quand nous avons fait l'étude justement avec un géologue, Pierre Bechler, et puis sa femme, sur un secteur qui avait été abandonné par la viticulture dans les années 1890, quoi. On a découvert quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire un sol podzol, qui est propice à la viticulture, mais qui avait été épargné pratiquement pendant 100 ans des pratiques humaines, puisqu'ils avaient été destinés seulement à de la prairie. Donc la seule intervention qu'il y avait, c'était une fauche par an pour faire des foins pour alimenter du bétail. Et donc là, on a découvert les bienfaits de l'enherbement et ces sols, de quelle manière ils s'étaient régénérés spontanément. Et donc en faisant l'inventaire, surtout au niveau de la flore sur ce secteur-là, ça a été très très enrichissant et c'est ce que j'ai essayé après de refaire par des pratiques sur le vignoble qui a connu un passé viticole pas intensif mais constant, quoi. Voilà. Est-ce que vos parents ils utilisaient des herbicides, des insecticides régulièrement? Alors, au niveau herbicide, j'ai eu cette chance, c'est que jamais on a désherbé. Voilà. C'est-à-dire qu'on a toujours fait le désherbage mécanique. Le labour? Le labour des 4 façons. Voilà. C'était très traditionnaliste dans ce sens-là. Et après, là où c'est très compliqué, c'est de rester étanche par rapport à un mouvement collectif. C'est-à-dire que quand vous avez des vignes sur un plateau et que vous voyez autour de vous que tout le monde fait un peu la même chose, c'est-à-dire au niveau des traitements, etc., ben, la facilité, c'est d'adhérer, entre guillemets, à ce que font les autres. Et c'est ce qui s'est fait pendant longtemps. Donc, dans les années 80, ben, mes parents ont pratiqué la viticulture avec une protection chimique de la vigne et des raisins. Ce qui n'est plus votre cas aujourd'hui? Ce qui est plus mon cas depuis 1996. C'est-à-dire que j'ai repris en 1995 et en 1996, le départ, ça a été de se donner l'objectif tous les ans de laisser tomber 2 choses, de voir à peu près qu'est-ce qui se passait derrière, c'est-à-dire si c'était faisable ou pas. Donc en 96, ça a été les insecticides la priorité. Et donc, comme je l'évoquais rapidement, on a fait le constat que ça revenait dans la vigne, tout était rapidement reconquéri, mais il manquait quelque chose, c'est-à-dire que quand on faisait l'inventaire, on s'apercevait qu'il y avait plein d'insectes qui étaient inféodés à des plantes, et donc si ces plantes n'étaient pas dans la vigne, ben eux, ils faisaient que passer, quoi, au mieux. Voilà. Donc rapidement, on s'est remis à rensemencer les vignes. Et pour ce faire, l'idée, ça a été d'utiliser les plantes indigènes, c'est-à-dire que on a fait les foins dans ces prairies et on s'est servi, on les a fait volontairement tôt, c'est-à-dire avant que les graines tombent au sol, pour récupérer ces graines. Et en mettant ça dans les litières de moutons, en épandant le fumier, on se retrouvait avec
2 amendements en un, quoi. C'est-à-dire on a ensemencé et en même temps on faisait un amendement à la vigne. Donc ça a été très très bénéfique. Ouais, ça, vous avez du recul maintenant dessus, là, le bilan, il est positif? Alors, ça a été long, parce que il y a eu un petit creux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avant que tout ça se rééquilibre, mais forcément, le constat en 3e année était que la vigne, elle avait plutôt tendance à s'affaiblir. Parce qu'il y avait de la concurrence, j'imagine, c'est ça, des nouvelles plantes qui avaient besoin aussi d'eau, de nutriments dans le sol, et c'était ça de moins pour la vigne. Voilà, il y avait cet effet-là, et l'effet où elle était plus perfusée par une protection chimique, et donc on lui demandait d'un peu plus se défendre par elle-même, et en même temps en lui donnant moins à manger, puisqu'au départ, il fallait qu'elle partage. Si tout ça, ça a été restitué après. Voilà. Là, c'est le moment où il faut tenir bon, c'est ça? C'est le moment où il faut avoir de grosses convictions, quoi. Et pas trop regarder à côté, parce que c'est là où vous passez le plus de temps à la vigne et vous ramenez le moins de raisin dans les chais, quoi. Et ça a l'air plus facile chez les autres, c'est ça? Ben oui, la facilité, c'est de faire des chèques, quoi. La force de vos convictions, elle tenait à quoi? Comme je l'ai évoqué au tout début, je suis revenu à la viticulture parce que pour moi, j'avais le moyen de vivre dans un idéal. Et donc, j'ai jamais envisagé, pour être honnête, jusqu'à il y a 2 ans, de changer quoi que ce soit, quoi. C'est-à-dire que c'était ou je le faisais comme ça, ou je le faisais pas. Mais il n'y avait pas de demi-mesure. Qu'est-ce que vous avez envisagé de changer, là, il y a 2 ans? Alors, il y a 2 ans, on est quand même confronté de plus en plus régulièrement à des aléas climatiques. Nous, on a eu un gros aléa 2017, puisqu'en 2017, sur toute la surface de la propriété, on a ramassé 20 hectos, pas 20 hecto-hectares, 20 hectos sur 16 hectares. Voilà. C'est une grosse année de gel. C'est la plus grosse année de gel qu'on a eue. La récolte, c'est une chose, mais en plus, avec des dégâts, des nécroses sur les bois, du broussin, c'est des bactéries qui se développent, etc. Donc, une agression sur la vigne qui a été très, très importante. Donc ça, moi, je l'ai très mal vécu. Voilà. Et puis ensuite, les années milieu qu'on connaît en ce moment, qui sont quand même très compliqués à vivre pour tout le monde, quoi, parce que c'est de plus en plus de passages, de plus en plus d'investissements de temps, sans parler financier, et qu'arriver au bout, quand on voit sa récolte, au lieu d'avancer dans le bon sens, qui dépérit de mois en mois, c'est jamais facile à vivre, quoi. Juste pour mettre en contexte, donc 2024 c'était très dur dans la plupart des régions de France. Il y a eu beaucoup de mildiou un peu partout. Et 2023 à Bordeaux, ça a été aussi une année avec pas mal de mildiou. Comment est-ce que vous avez été touché, impacté sur ces 2 années? Alors 2023, ça a été la pire année. C'est-à-dire que là, au niveau des pertes de rendement, pour nous, ça a été vraiment le plus important. Alors pour donner un chiffre, on retombait aux alentours de 20 hecto-hectares. Voilà. 2024, on a corrigé pas mal de choses et on s'en est sorti beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Voilà. On a été beaucoup plus efficace. Qu'est-ce que vous avez corrigé entre les 2 années, justement? Entre autres, tout ce qu'on se faisait en autonomie, c'est-à-dire tous les traitements faits par les salariés, on en a délégué une partie à un prestataire. Donc, ce qui fait que dans une journée, on est capable de faire 3 fois ce qu'on faisait en interne, quoi. Voilà. Donc ça a été un gros sujet. Et puis après, les apprentissages des années qui ont été très compliquées sont toujours bénéfiques, quoi. C'est-à-dire qu'il faut accepter, on a tiré des leçons. Alors, entre autres, des leçons au niveau vraiment des applications, au niveau des traitements, de moins se consacrer sur le feuillage, d'être plus ciblé au niveau des grappes, de faire des choix complètement différents par rapport à ce qu'on faisait il y a une dizaine d'années, quoi. Et le fait de déléguer à quelqu'un d'autre, ça veut aussi dire que c'était un choix financier
un engagement financier important, non ? Là, c'est pas ça qui me guide, parce qu'au final, non. Le coût de l'usure de notre matériel, des heures des salariés, etc., quand vous le ramenez au prestataire, c'est à peu près pareil. Donc là, il n'y a pas à réfléchir, l'impact est tellement positif derrière que... Bon, après, on a trouvé une personne aussi qui est là quand on a vraiment besoin, qui accepte d'attendre 2-3 heures s'il y a eu une averse. Voilà. C'est-à-dire que c'est pratique. Pour optimiser, c'est de la précision. La précision, souvent, c'est pas forcément d'avancer tête baissée, quoi. C'est comme ça qu'on fait des meilleurs vins, c'est ça ? C'est ce qu'on espère au bout. Quel traitement vous utilisez, justement, sur les années comme 2024 et 2023 ? Alors, au niveau des traitements, je ne vais pas rentrer dans la complexité, mais il y a une partie, c'est des plantes qu'on va utiliser au niveau d'extraction de manière différente, c'est-à-dire soit en ayant pour certaines plantes jusqu'à ébullition, ou alors des extractions à 40-45 degrés, voilà. Donc, par exemple, on va utiliser du thymol, c'est-à-dire tout ce qui est thym, sarriette, serpolet, etc., qui contiennent du thymol. Après, on va utiliser certaines plantes comme SDN, stimulateur de défense naturelle, où là, ça va être plutôt l'osier, ça va être plutôt la prêle, des choses comme ça. Voilà. Et puis systématiquement avec, parce que ça je sais pas encore faire en m'en passant à fond, des sulfates de cuivre et puis du soufre. Voilà. La bouillie bordelaise, pour faire simple. Alors bouillie bordelaise et différentes formes de soufre, voilà, comme fongicide. On s'est regroupé à 3 ou 4 et il y a eu une personne d'embauchée pendant quelques temps avec un budget analyse pour essayer de comprendre vraiment si ce qu'on faisait était optimisé ou pas. Voilà, et on a beaucoup progressé depuis, parce qu'il y a des températures précises à ne pas dépasser. Il y a aussi des quantités où ça sert à rien de mettre double dose avec certaines plantes parce que le bénéfice n'y est plus. Enfin, donc tout ça c'est dans les 5-6 dernières années où on a énormément fait des groupes de travail pour essayer de comprendre si ce qu'on faisait était vraiment vertueux et quand ça l'était pas, si c'était dû à une mauvaise utilisation de ces plantes ou pas, quoi. Voilà. Ces groupes de travail, vous les faites avec qui ? On était 4 propriétés. En général, on est 4. Voilà. Comment vous êtes retrouvés sur cette voie-là ? Parce que j'ai pas l'impression que dans la région, ou même dans beaucoup de régions en France, ce soit une voie très commune. Comment est-ce que vous vous êtes mis à explorer ces solutions-là ? Alors là, l'échelle temps est importante. C'est-à-dire que si on parle aujourd'hui, 2025, moi-même, je me perds dans le nombre d'informations qu'on peut recevoir de différents organismes très variés pour nous accompagner justement dans l'utilisation de ces plantes ou produits bio. Bon. Voilà. Par contre, si on revient au départ, c'est-à-dire dans les années, on va dire 2000, là, c'est pas la même histoire. C'est-à-dire que là, effectivement, il y avait très peu de références. Et donc ces références, souvent, il fallait le partage qu'on fait à l'heure actuelle entre propriétés, c'est ce que je faisais il y a 20 ans entre propriétés, mais d'autres régions. Parce que c'était pas mes voisins, c'était dans d'autres régions. Et entre autres, un des secteurs qui était, à mon sens, très, sensible, et donc en avance là-dessus, j'allais moi sur Montreuil-Bellay, parce qu'il y avait des personnes comme M. Boucher, comme d'autres propriétaires, qui déjà travaillaient avec des pratiques comme ça, quoi. Montreuil-Bellay, c'est quelle région ? Montreuil-Bellay, c'est à côté de Saumur. Voilà. Dans la Loire. Dans la Loire. Les 4 propriétaires que vous êtes qui explorent cette voie-là actuellement, est-ce que vous en êtes pleinement satisfait ?
Alors là, les 4, c'est parce que ce groupe s'était créé il y a une dizaine d'années par affinité et qu'on continue à échanger, souvent autour d'une bonne bouteille, mais à échanger nos pratiques et ce qui a été fait chaque année et ce qui semble avoir été un bénéfice pour l'un ou pour l'autre, quoi. Mais après, il y a maintenant, à grande échelle, sur le Bordelais, il y a énormément de groupes de travail qui se retrouvent au niveau des syndicats viticoles, au niveau des chambres d'agriculture, au niveau... Bon. Donc là, ça explose, quoi. Sans parler de la grande échelle, mais est-ce que vous, ces solutions-là, là, vous les trouvez efficaces à la fois dans la lutte contre les maladies et en même temps dans le respect du terroir et dans le fait que ça va aider à révéler le terroir dans vos vins? En fait, ça aussi, c'est pas intemporel, quoi. C'est-à-dire que des pratiques, même que je considérais vertueuses sur les années 2009 et qui apportaient des choses, c'est-à-dire où on arrivait à avoir de la fraîcheur dans les vins, où on a réussi à avoir plein de choses très intéressantes. À l'heure actuelle, ça fonctionne moins bien, voire plus, quoi. C'est-à-dire que l'environnement, l'évolution de l'environnement, plus ma plante, au travers de ma conduite, qui a évolué aussi et tout, les choses ne répondent pas pareil. Qu'est-ce qui fonctionnait il y a 15 ans et qui ne fonctionne plus aujourd'hui? Mais entre autres, il y a eu un moment donné où, donc, comme je l'évoquais, la plante a baissé de vigueur. Dans ces moments-là, il a fallu l'aider pour passer ce cap-là. C'est-à-dire que, au travers on a été plutôt chercher des choses où il pouvait y avoir certains minéraux, où il pouvait y avoir, pour vraiment aider la plante, comme si vous preniez un traitement vitaminé pour répondre ponctuellement à une faiblesse, quoi. Bon. Mais ça, justement, il faut savoir s'arrêter et se dire, on est là juste pour aider à ce passage-là. Mais derrière, si vous la perfusez, on change de perfusion, mais ça n'a pas de sens non plus. On ne peut pas la doper indéfiniment, il faut l'accompagner. Voilà. Faut l'accompagner jusqu'à ce qu'elle en ait plus besoin, c'est ça? Voilà. Et donc, par exemple, si je prends quelque chose que j'utilisais à une période où là, j'ai beaucoup diminué, c'est par exemple l'osier, tout ce qui est acide salicylique et tout ça, c'est l'aspirine. Mais si votre corps n'a pas la force de répondre et de se battre, mais le stimuler, ça servira à rien, puisque lui, il va pas, sa force ne va pas suffire pour lutter. Donc il va falloir l'accompagner. Et en ce moment, vu la récurrence des événements climatiques négatifs, pour moi, ça n'a pas de sens parce que je la stimule pour aller chercher encore plus profondes des réserves, mais qui peuvent engendrer des carences très graves pour l'avenir, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous craignez le plus à la vigne dans les années à venir? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Moi, honnêtement, là, au niveau dégâts, au niveau le plus, on est sur le milieu, quoi. C'est un gros problème. Et si vous avez des attaques de mildiou comme il y a eu en 2023 et en 2024, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui plus prêt qu'il y a 1 ou 2 ans à les affronter? Alors moi, 2024, ça me va, comme je vous disais, parce qu'on s'est pas trop mal sorti, voire plutôt bien. Mais ce qui me rend pas serein, c'est que je peux pas dire je sais. C'est-à-dire que quand je vous dis que c'est à la petite semaine ou au mois, c'est parce que honnêtement, ce qui a fonctionné, je sais pas l'évaluer et le reproduire systématiquement, ça servirait à rien. Donc je sais pas ce qui m'attend de semaine en semaine. Et donc on n'est pas à l'abri d'un aléa en 2025 qu'on ne saura pas maîtriser, quoi. Là, ce que vous nous racontez, c'est valable pour le Château des Graviers et pour le Clos du Four. Oui. On est d'accord? C'est la même viticulture, les mêmes pratiques sur les deux propriétés. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes pratiques, parce que pourquoi l'idée de faire l'autre petit domaine à Germay, c'est que ce secteur, donc, comme je l'évoquais, où la viticulture avait disparu et où les sols sont tellement différents
de l'autre terroir qui est sur le plateau qu'on appelle de Montbrison à Arsac. Par exemple, j'ai en moyenne 4 degrés, et même l'été ça va jusqu'à 8 degrés d'écart entre le plateau et le château des Graviers, donc à Montbrison, et l'endroit où les 4 hectares et demi de Clos du Four sont. Donc ça c'est vraiment comme si j'étais à 50 km l'un de l'autre. Il y a une interprétation qu'il faut qu'il soit complètement différente. Donc pour cette raison, c'est-à-dire au niveau des écarts de température, on va avoir, puisqu'on a des sondes, on se fait énormément aider par du matériel, on va avoir des périodes de 3 jours où on va être 90% d'hygrométrie sur un secteur, alors que l'autre, à partir de 10 heures le matin, c'est fini, tout est évaporé. Donc vous voyez, il faut surtout pas s'amuser à raisonner globalement, parce que là, on a vraiment 2 mondes complètement différents. Et à l'inverse, il y en a un qui est beaucoup plus résilient, parce que celui où justement on a un taux d'humus beaucoup plus important dans le sol, beaucoup plus, eh bien, de par sa fraîcheur plus sa qualité de sol, là où les années de sécheresse, ça n'existe pas, puisque cette fraîcheur et ça vont permettre à la vigne d'être tout le temps dans un équilibre et dans un confort pour le végétal, quoi. Là, on parle du Clos du Four, on est d'accord ? Oui. Qu'est-ce qui fait ces différences de température entre les 2 lieux ? Alors, il y a au départ un environnement forestier des 2 côtés, mais d'un côté, c'est-à-dire sur le vignoble du Château des Graviers, comme je vous le disais, les grandes parcelles ont au maximum 2 tiers de leur périmètre qui touchent la forêt. Bon. Et ça, la situation de la forêt, puisque là, en l'occurrence, cette forêt, elle est au sud, nous, les vents d'ouest et de nord, viennent balayer et assécher cet environnement. Ce qui peut être un atout pour la lutte contre les maladies. Ce qui est un atout pour la lutte contre les maladies. Et ça, ce qu'on n'a pas au Clos du Four, puisque le Clos du Four, c'est un environnement forestier global, quoi. Voilà. Et après, ça, par rapport au réchauffement climatique, j'ai essayé d'être en harmonie entre ce que j'estime l'évolution climatique et le cahier des charges de l'appellation. C'est-à-dire que quand j'ai planté les 4 hectares et demi au départ du Clos du Four, je les ai plantés avec une densité minimale autorisée à Margaux, qui est de 7000 pieds par hectare, pour justement qu'il y ait sur 1 mètre carré un équilibre entre la vigne et l'enherbement. C'est-à-dire que on n'arrive pas à un moment donné où il y a une concurrence soit dans un sens, soit dans l'autre. Voilà. Et en même temps, dans le secteur, c'était un peu unique, c'est-à-dire qu'on a fait des palissages très hauts pour laisser la plante s'exprimer, partir, puisque c'est une liane, et elle gardera ce côté de conquérir des espaces. Et en même temps, ça permettait donc ça d'avoir de l'ombre portée sur les sols, entre l'herbe et le feuillage de la vigne. On a des sols qui voient très peu le soleil, l'ensoleillement direct. Et donc du coup, ce qui était cherché historiquement, le réchauffement des galets pour chauffer les sols, pour avoir des maturités, entre autres pour nos Cabernet Sauvignon, et bien là, j'ai créé le phénomène inverse, voilà, où cette fraîcheur, je l'ai accentuée et j'ai cherché les moyens de la conserver. Alors, j'ai plein de questions là. Je vais essayer de faire dans l'ordre. Je reviens juste sur la densité. Est-ce que vous auriez aimé avoir la possibilité de faire moins que 7000 pieds hectares ? Là, sur le secteur du Clos du Four, étant donné par rapport à l'espace que je laisse à l'enherbement, quand on fait nos comptages, on s'aperçoit qu'il y a une diminution des insectes. Mais cette diminution des insectes, en regardant sur l'autre secteur où il n'y a pas de vigne, on s'aperçoit que c'est à peu près la même. Donc c'est plus le changement climatique dans sa globalité qui influe que vraiment nos pratiques sur le secteur.
Qu'est-ce qui fait la qualité des sols que vous avez mentionné là au Clos du Four? Mais essentiellement, c'est le taux de matière organique qui change complètement les équilibres. Donc on a ça, le pH, enfin, c'est un sol très différent du sol que j'avais récupéré avec les vignes du Château des Graviers. Et ça vient du fait que c'est un sol qui n'a pas été exploité à fond pendant une centaine d'années, c'est ça? Voilà. Ouais. Quand est-ce que vous avez planté au Clos du Four? 2007. Vous avez commencé à aborder un point important, il me semble, enfin en tout cas qui m'intéresse, c'est la maturité sur les Cabernet Sauvignon. Là. C'est un cépage qui a parfois un peu du mal à mûrir, et là j'ai l'impression qu'avec le Clos du Four, vous nous décrivez une situation où il y a de l'humidité, du frais. Ces dernières années, dans le Médoc, c'est quand même beaucoup plus simple de faire mûrir le Cabernet Sauvignon avec le changement climatique. Est-ce que vous, dans les conditions que vous avez au Clos du Four, là, c'est redevenu un petit peu difficile ou est-ce que vous êtes juste au bon endroit? Alors, au bon endroit, je suis jamais content de ce que je fais, donc je pense que je peux encore gratter quelque chose. Mais par contre, quand on goûte les vins qui en sont issus, alors il y a 5 cépages sur cet îlot. Et qui sont ces cépages? Il y a le Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Carmenère et Petit Verdot. C'est-à-dire que là, il n'y a que des Cabernets francs que l'on n'avait pas mis. Et là, il y a un petit îlot maintenant qu'on commence à sentir ou pressentir pour accueillir ce cépage-là. Voilà. Et donc les 5 cépages, ils mûrissent bien au Clos du Four? Alors, ils mûrissent bien, mais ils sont taillés différemment. Il y a une conduite différente, pas pour chaque cépage, mais il y a 3 conduites différentes pour les 5 cépages. Voilà. Vous pouvez nous les décrire? Et comment vous avez fait les choix? Et pourquoi vous avez fait ces choix-là? Alors, les choix, ils ont été faits, par exemple, si on parle de la taille, pour obtenir soit des petits grains, soit des grains plus gros, c'est-à-dire que par exemple, dès la plantation, pour ce qui est des petits verres d'eau, pour ce qui est des merlots, on est parti sur la taille à cordon. Voilà, parce que la taille à cordon, donc on a un nombre de grappes qui est plus important, mais ce nombre de grappes plus important va nous produire des grappes plus petites. Et donc ces grappes plus petites étant mieux exposées sur les pieds, nous, pour nos traitements qui sont essentiellement des produits de contact, ça va être beaucoup plus pénétrant dans ces petites grappes que si on avait des grosses grappes fermées et presque étanches pour que la pénétration des produits. Bon, ça c'est pour la protection. Et après, ça change beaucoup de choses parce que même si sur un pied on a le même volume de vin au final, par grain on va toujours avoir un nombre de pépins de 2 pépins approximativement par grain. Donc comme on a plus de grains, on a plus de pépins. Et donc moi j'ai plus misé en allant chercher des côtés de tanins de pépins que des tanins de pellicule. Voilà. C'est-à-dire que j'ai cherché un équilibre entre ces deux forces tanniques, on va appeler ça comme ça. Pour le Cabernet Sauvignon, qu'est-ce que vous avez fait comme choix pour la taille et pourquoi? Alors la taille pour le Cabernet Sauvignon, on est resté à guyot double. On fait juste une fenêtre pour un peu étaler la vendange. La différence par rapport à ce qui se faisait dans mon entourage, c'est qu'on a remonté les pieds. Parce que le fait qu'on n'ait plus les galets à nu, il n'y avait plus d'intérêt. Au contraire, c'était presque négatif de laisser les grappes au plus proche du sol, puisqu'on les laissait dans l'humidité. On a planté, au moment de planter les pieds de vigne, souvent les plantations sont faites en rang, alors en rang dans la longueur, mais quand on regarde sur une parcelle, les pieds aussi sont mis en alignement. Et là, on a cherché à décaler les pieds pour justement qu'il y ait l'air qui puisse passer sous les pieds et ventiler un petit peu pour assécher cet enherbement. Voilà. D'accord.
Donc c'est pas planté au carré, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est aligné en rang. On a planté de biais. Ensuite c'est décalé un rang sur deux pour pouvoir laisser circuler l'air, quoi, c'est ça? Ouais, pour que vous ayez un plus grand passage. Voilà. Okay. Et sur les merlots? Alors les merlots, on est à cordon aussi. Pareil, parce que c'est en faisant des expériences, quoi, hein, que des petites vinifs, tout ça, on s'est aperçu que ça nous semblait être plus intéressant, quoi. Pour le Clos du Four, hein, parce que au Château des Graviers, on est resté à Guyot double sur les merlots, par exemple. Vous avez mentionné le Carmenère, Oui. qui est un cépage qui a eu beaucoup de place à Bordeaux et qui en a beaucoup moins aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans ce cépage? Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était un temps, c'était faire un vin en gros 1900, quoi, pour voir, essayer de comprendre d'où on était parti et pourquoi on avait changé les choses. Et le Carmenère, honnêtement, je comprends qu'il n'y en ait plus beaucoup, parce que sur Bordeaux, et en particulier, je pense, sur nos sols, c'est quand même très compliqué. Voilà. C'est un cépage qui a besoin de la chaleur, mais en même temps pas trop, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit brûlant parce que sinon ça correspond pas. Et donc je pense que quand on voit que ça marche plutôt bien au niveau Chili ou autre, c'est parce qu'il y a des altitudes qui lui conviennent mieux que nous, quoi. Ici, l'altitude, il n'y en a pas beaucoup, effectivement, dans le Médoc. Non, voilà. Et donc le Carmenère, c'est beaucoup de travail aussi. Et pour là, comme on le conduit nous, il faut une petite récolte. Mais par contre, il y a des côtés épicés, il y a des côtés où quand on est à 2-3%, c'est plutôt satisfaisant et même ça valorise les autres cépages, quoi. Vous avez fait une recherche là sur ce que vous mentionnez, les cépages qui ont disparu au fur et à mesure des décennies à Bordeaux? Ben, une recherche, c'est pas compliqué, puisque quand on regarde dans les décrets, bon, il y a quand même des ampélographes qui ont travaillé depuis très longtemps sur ces sujets-là, et donc on a une classification avec les cépages qui ont été autorisés, ceux qui l'étaient jusqu'en 1936 et qui ont été écartés, enfin voilà. Ouais, parce que si on regarde les 100 dernières années à Bordeaux ou les 150 dernières années, il y a eu une évolution énorme de l'encépagement bordelais. On avait rencontré à ce sujet-là il y a quelques années Jean-Baptiste Duquesne de Château Casbonne, qui a replanté tout un tas de cépages qui avaient justement autour de 1900, les bouche à laisse, terre noir, ce genre de choses. En fait, aujourd'hui, l'identité de Bordeaux, c'est principalement le Merlot et le Cabernet Sauvignon. En tout cas, c'est ce qu'une bonne partie de la région et de l'interprofession défend. Mais c'est des cépages qui en fait ont été installés de manière un peu pérenne à Bordeaux qu'à partir des années 60-70. Donc est-ce que vous pourriez imaginer qu'avec le changement climatique qu'il y a aujourd'hui, dans les décennies qui viennent, cet encépagement il change drastiquement, ou en tout cas de manière importante? Et est-ce que il y a certains cépages qui ont été abandonnés à un moment qui pourraient avoir de nouveau un intérêt fort? Alors, quand vous me parlez de ma petite recherche ou comme ça, c'est très très basique, très simple. J'ai regardé ce qui se faisait autour de chez moi, dans certains crus classés, puisqu'on est entouré par... Bon. Et rapidement, ce qu'on s'est aperçu, c'est que la bascule, ça a été 56. C'est-à-dire que le gel a fait changer l'encépagement de façon notoire, puisque de toute façon, des gens qui auraient jamais arraché de la vigne pour la replanter, les pieds étant morts, ça a provoqué quelque part ce changement-là. Après, si on regarde au niveau de l'encépagement, très rapidement, moi ce que je trouvais dans les années 80-90, c'est ces cépages qu'on va dire secondaires, ou minoritaires dans les assemblages. Très souvent, c'était le parent pauvre, c'est-à-dire qu'on en avait mis, mais sans trop de conviction, et du coup, on lui avait laissé une place, là je parle au niveau des terroirs, des sols,
pas toujours la meilleure. Place de second choix. De second choix. C'est parfois ce qu'on dit pour les aligotés en Bourgogne aussi, par exemple. On dit que l'aligoté, c'est un cépage pas très intéressant, même s'il est revenu au goût du jour. Mais on se demande si on plantait de l'aligoté dans des premiers crus à morceaux, qu'est-ce que ça donnerait, quoi. C'est exactement ça. C'est-à-dire que à un moment donné, quand on a dit bon, mais le cépage roi, c'est le Cabernet Sauvignon, donc le roi, on le met aux meilleurs endroits, et puis après, en gros, moins on est attaché à un cépage, plus il se retrouvait sur des sols moins qualitatifs. Donc là, on parle de petits verres d'eau, de Carmenère, éventuellement de Malbec, enfin en tout cas des cépages. Cabernet Franc aussi. Cabernet Franc aussi, voilà. Ouais. Et après, moi, je transpose certaines choses. C'est sûr qu'un gamin qui est pas très bon en cours, si on le laisse dans la cour d'école, ça va pas s'arranger. Donc, rapidement, l'idée, ça a été de dire, ces cépages-là, si moi, je leur donne la chance d'être sur mes meilleurs sols, qu'est-ce que ça peut faire, quoi. Et ça, en 2002, j'ai planté des Cabernet Francs. Ma pépiniériste m'a gentiment dit que c'était surtout pas elle qui m'avait donné cette idée, voilà, parce que tout le monde les arrachait. Et par contre, 2006, ils sont rentrés directement dans mon gravier et avec une belle place parce que il y avait un côté violette, il y avait des côtés aériens que j'avais pas dans les autres cépages, quoi, dans les veines des autres cépages. Donc ça m'a remis un peu le pied à l'étrier et en confiance de me dire, mais en tenant ce raisonnement-là, on doit pouvoir faire quelque chose avec le petit verre d'eau, avec le Malbec, avec... Et ce qui a été vraiment très pertinent, ça a été l'utilisation du petit verre d'eau. C'est-à-dire que le fait d'être en bio, c'est un cépage qui a une résistance qui est quand même supérieure aux autres. Et donc, quand on parlait tout à l'heure du Clos du Four avec son environnement forestier, c'est un cépage qui est hyper adapté parce que je l'ai placé contre la forêt que j'ai à l'est, c'est-à-dire où c'est un espace où l'ombre portée du bois le matin va très loin dans la vigne, et donc où cette vigne est en gros jusqu'à 11h, des fois midi, dans l'humidité. Et il se porte très très bien, quoi. Donc ça montre bien qu'on peut l'avoir même en utilité dans son encépagement. Alors ça, c'est l'utilité par rapport à sa résistance. Et après, la fraîcheur qu'il va conférer au vin, c'est-à-dire son tonus, son acidité, sa vivacité, c'est très intéressant aussi. Et donc ça, par exemple, c'est le cépage qui monte, où on voit de plus en plus de propriétés qui en replantent parce que ça va être utile dans les années futures, quoi. Ça veut dire que vous, dans votre encépagement et dans vos assemblages, les cépages entre guillemets secondaires, ils ont une part importante ? Alors, la part, ils ont une petite part, même si maintenant, par exemple, si on prend au Clos du Four, on est entre 18 et 20% de petits verres d'eau. Donc ça commence à être quelque chose. Ouais. C'est beaucoup. Il y a peu de propriétés qui mettent autant de petits verres d'eau dans leur assemblage. Voilà. Mais ça, c'est la seconde étape. C'est-à-dire que quand on détermine les sols et qu'on plante les choses en cohérence avec ces sols, on s'aperçoit que ça marche. Mais il y a une deuxième étape, c'est surtout de ne pas les vinifier et les élever comme on le ferait pour les autres cépages non plus. C'est-à-dire que leur typicité, si on veut s'en servir, il ne faut pas chercher à passer à côté. Au contraire, il faut aller dedans et aller à fond. Quand je dis ça, par exemple, c'est là où moi j'ai changé beaucoup de choses au niveau de mes contenants. Parce que le petit verre d'eau, dans mes jarres en terre cuite très poreuse, ça se passe super bien. Et ce contenant, entre 6 et 8 mois d'élevage, va patiner ses tanins, et donc le rendre accessible. C'est-à-dire que toute sa rusticité, on va réussir à la gommer. Donc finalement, si on prend ce qui a été le changement d'encépagement pour rendre les vins plus accessibles, plus jeunes, à un moment donné, on s'est peut-être trompé, et il faut juste en prendre conscience, que si ces cépages-là, on les avait travaillés et vinifiés différemment,
ils auraient peut-être été encore là avec une belle place et surtout en marquant nos assemblages avec une diversité aromatique qui est évidente, quoi. Voilà, c'est-à-dire dans des caractères épicés, dans des caractères floraux, enfin voilà. Et le Cabernet Franc, avec quasiment 20 ans de recul, vous en êtes content, toujours ? Le Cabernet Franc, j'en suis content, mais par exemple, on va le vinifier en opposition au petit verre d'eau. C'est-à-dire que lui, ça va être vinifié plutôt dans des températures hautes, chaleur, pas d'extraction, on fait des fermentations carboniques dessus, et puis ça s'arrête là, voilà. Parce qu'on va l'utiliser, le Cabernet Franc, je vais pas chercher de côté tannique, je vais chercher que des côtés floraux. C'est-à-dire que c'est ce qu'il est censé le plus facilement donner. On va se contenter de ça. Voilà. Puisque je ne fais que des vins d'assemblage. Donc, on crée un plat, quoi. On a besoin d'épices, on a besoin de différents ingrédients et chaque cépage est intéressant. Et le Merlot, est-ce que c'est un cépage qui vous inquiète ? Sa tenue au changement climatique, éventuellement son taux de sucre qui peut monter rapidement. Est-ce que vous êtes toujours confortable avec le Merlot ? Mais le Merlot, si on prend là sur les 6 dernières années, nous on n'a pas eu d'explosion au niveau des sucres, quoi. Donc quand on a un 13,5, on est content, quoi. On va pas à 14,5 ou bon. Mais là, tant mieux pour vous. Mais là aussi, quand je vous disais qu'on a 8 degrés d'écart de température certaines après-midi, tout ça c'est pas le hasard non plus. C'est-à-dire que c'est un cépage, on le conduit avec ses particularités et au bout on peut avoir des choses très intéressantes en ayant de la fraîcheur, en ayant. Par contre, nous, par exemple, on va surtout pas les feuiller, on va surtout pas mettre le raisin au soleil. Enfin. Pourquoi est-ce que vous avez créé 2 marques ? Vous auriez pu tout appeler Château des Graviers et faire 2 cuvées différentes. Mais pourquoi est-ce qu'il y a 2 marques différentes ? Alors, le Clos du Four, c'est devenu une évidence. C'est-à-dire que dans les chais de 2007 à 2018, puisque le premier millésime c'est 2019, il y a toujours eu, au moment de l'assemblage, un peu une réticence de ma part à assembler ce vin parce qu'il a une singularité et que je trouvais que cette singularité, il fallait vraiment la respecter, voire la mettre en avant. Bon. Donc ça, j'aurais pu effectivement très bien dire je fais une cuvée dans un coin, mais pour moi, c'était important que le bâtiment soit au milieu du vignoble. Déjà parce qu'on essaie de faire très attention. Alors, je vais utiliser un terme qui est la pollution de déchets, mais en fait, c'est simplement la vie microbiologique des déchets et tout ça. Là aussi, on a une singularité au Clos du Four où, en fait, en minimisant les mouvements de vendange et de vin, et on a réussi à conserver cette singularité aussi microbiologique. Voilà. Donc ça, ajouté à toutes les autres que j'ai évoquées, pour moi, c'était une évidence que c'est un vin de lieu. Ce que je veux faire ressortir, c'est la ronce qui est dans les clôtures autour, c'est le pain, c'est le... Bon. Et donc ça, pour moi, là on en est même rendu à faire sécher nos bois sur place pour justement qu'eux aussi, durant leur affinage, soient imprégnés de tout ce qui est sur ce microclimat. Les bois, vous parlez des bois utilisés pour faire les tonneaux, c'est ça ? Oui. Les barriques ? Oui. Donc, parce que quand on fait une barrique, il y a les mérins qui sont sélectionnés, il faut qu'ils soient séchés pendant plusieurs années avant de fabriquer la barrique en elle-même, quoi. Voilà, en moyenne 2 ans. Si vous deviez décrire rapidement le style des vins que vous faites au Château des Graviers et le style des vins que vous faites au Clos du Four, vous nous diriez quoi ? C'est quoi le style des Graviers et c'est quoi le style du Clos du Four ?
Mais le style du Château des Graviers, ça, moi, c'est l'idée que je me suis fait et qui était de Margot, c'est-à-dire cultiver la finesse. Et donc très souvent, par rapport à l'élevage, par rapport aux assemblages, c'est toujours de conserver cette ligne de dire plus ça peut être trop. Donc être minimaliste, souvent, c'est rendre service justement à la pureté du terroir, quoi. C'est ça l'idée. Bon, et après, quand j'ai décidé de construire ce bâtiment de Clos du Four, ben, par exemple, je me suis complètement gouré parce que j'avais laissé de l'espace pour de la futaille, etc. Et là-bas, on s'est rapidement aperçu que là où on est à 60% d'élevage bois au gravier, on est à 20% au Clos du Four, quoi. C'est-à-dire que les vins ne répondent pas du tout pareil. C'est, comment dire, cette fraîcheur et cette singularité qui est au Clos du Four. On ne pouvait pas transposer des pratiques de gravier sur l'autre site, quoi. Voilà. Et donc, si vous n'utilisez que 20% de fût, qu'est-ce que vous utilisez comme autre contenant au Clos du Four ? Alors, au Clos du Four, on utilise beaucoup de terre cuite. Après, on va utiliser une partie de cuve béton pour le vieillissement des vins. C'est-à-dire que ça, au gravier comme au Clos du Four, les cépages ils sont élevés un an séparés. Et au bout d'un an, on commence à construire le futur assemblage. Vous faites un an d'élevage avant l'assemblage. C'est pour ça que les contenants sont importants, de les différencier, parce que pendant un an, on va mettre, par exemple, les Cabernet Franc, vu que les vinifications vont conférer très peu de tanins au vin, ben, si on les mettait dans du bois, on perdrait tout ce qu'on a créé. Donc ça a pas de sens. Donc on a adapté vraiment les contenants au cépage. Et une fois que vous faites les assemblages, après il y a à nouveau de l'élevage, ou est-ce que vous considérez que le vin est prêt ? Très souvent, il y a une année de plus d'élevage. Et là, comment vous choisissez vos contenants ? Et là, ça peut aller donc à un autre passage pour renforcer certains caractères, c'est-à-dire que le vin peut être pour partie remis dans de la futaille. Par exemple, ce que l'on fait qui fonctionne très bien, c'est une partie de ce vin va être repassée dans les petites jarres de 170 litres. Et si on a des tanins de bois un peu trop anguleux, ben ça va polir les tanins. Donc du coup, au lieu de laisser une partie en cuve, on va pouvoir élever pratiquement tout, comme là, en parc de futaille ou comme ça, tout un lot. Et ce lot-là, au final, après, le repasser dans la jarre pour patiner les tanins qu'on trouve un peu trop granuleux en sortie d'élevage au bout d'un an. Et au gravier, l'élevage, qu'est-ce que vous faites ? Alors, vous avez dit, il y a 60% de fût, avec un roulement pour avoir du fût neuf un petit peu, j'imagine. Alors, il y a beaucoup de 400 litres. Il y a après il y a 2 cuves bois qui apportent un peu, mais pas trop. Et après, au gravier, c'est très simple, c'est-à-dire que c'est 225 litres pour à peu près 30% de la production de Cabernet Sauvignon. Et dans cette partie-là, on a entre 10 et 15% de bois neuf, quoi. Et dans les 40% qui restent, vous les élevez dans quel contenant ? Et alors le reste, c'est jarre, amphore et cuve béton. D'accord. Et vous élevez ici aussi les cépages séparément et vous faites l'assemblage comme au Clos du Four ? Alors là, ce que je vous dis là, c'est ce qui se fait de façon régulière, mais il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que, par exemple, des années où nos pH vont être un peu trop bas ou un peu trop haut sur certains lots, ben si au lieu de nécessiter une intervention pour stabiliser pendant l'élevage, ben le fait de les assembler, les deux amène un équilibre qui va naturellement les protéger, ben on va le faire. Donc il n'y a pas de recette, il n'y a pas de règle. On répond au millésime. Et le temps d'élevage, ça dépend aussi du millésime ? En général, c'est 24 mois.
Voilà. Aujourd'hui, vous avez réussi à construire un roulement commercial qui fait que vous pouvez élever 24 mois sans problème. Alors, c'est pas du tout... Là, les 24 mois, c'est plus par rapport aux besoins du vin que commercialement parlant. Parce que là, donc, on est en 2025 et on vend les 2018. Donc... Parce qu'après, vous les laissez un peu en bouteille aussi ? On les garde au minimum 2 ans. Minimum. Qu'est-ce que vous cherchez avec les élevages longs, à la fois dans les différents contenants et ensuite en bouteille ? Mais ce que je recherche, c'est à ce que le vin soit amené sur la table quand il a une buvabilité certaine. C'est-à-dire que ici, je ne souhaite pas baser sur des problématiques commerciales. Il faut que ça soit le plaisir d'ouvrir la bouteille et le plaisir de boire ce vin-là. Voilà. C'est-à-dire que tout le travail qu'on fait, c'est pour un aboutissement. Et cet aboutissement, je trouverais ça vraiment dommageable si je faisais pas le travail jusqu'au bout, quoi. Et le travail jusqu'au bout, c'est pas de dire à mon client, vous l'ouvrirez dans 4 ans, quoi. C'est qu'il puisse l'ouvrir le lendemain de l'achat. À moins que ça soit son choix et qu'il vienne me chercher un millésime pour le garder, ce que nos vins me permettent aussi, quoi. Aujourd'hui, vous commercialisez totalement hors négoce ? Ben là, je travaille avec 2 négociants. C'est-à-dire que pour le Château des Graviers, j'ai un négociant sur les États-Unis, voilà. Mais après, moi, que ce soit l'Angleterre, le Danemark, etc., c'est des revendeurs, c'est-à-dire que c'est dans ces pays-là des personnes qui m'achètent le gravier, qui vont l'amener en restauration, en caviste, mais c'est pas la place de Bordeaux. Ouais, voilà, c'était ça ma question. C'est pas la place qui vend vos vins et c'est pas de ma faute. C'est que la place de Bordeaux, quand je lui ai demandé de reconnaître mes pratiques, elle l'a pas fait, quoi. Enfin, voire l'inverse, quoi. Justement, alors vous m'amenez sur un sujet qui est important, il me semble, en ce moment. Bordeaux, ça va pas très bien, de manière générale, commercialement. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations financières compliquées, qui vendent plus vraiment de bouteilles. En France et à l'étranger aussi, il y a quand même un désamour pour Bordeaux qui s'est installé. Comment est-ce que vous en sortez ces dernières années commercialement ? Alors nous, le fait que commercialement, ça soit, on va dire, très atypique, puisqu'il y a une proximité avec nos acheteurs qu'il n'y a pas forcément partout, ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire que même sur le Clos du Four, ça se passe très bien. Parce que du vin, il s'en boit quand même, et les gens... Je confirme, oui. Et les gens sont intéressés par des produits où il y a vraiment une implication humaine importante et une qualité reconnue derrière, quoi. Qu'est-ce qui fait justement que vous êtes dans cette situation-là ? C'est vos circuits de distribution, le style des vins, l'implication qu'il y a derrière, un petit peu de tout ça. C'est quoi les ingrédients qui font que vous êtes dans une situation appréciable ? Alors, ce qui fait que je suis dans une situation confortable, on va dire ça comme ça, c'est que il y a 20 ans, quand tout allait bien autour de moi, je l'étais pas vraiment. C'est-à-dire que, sans prétention, mais je pense que c'est un juste retour des choses. C'est-à-dire que j'ai pas fait de salon, mais par contre, j'ai toujours énormément reçu à la propriété, passé beaucoup de temps avec les gens pour faire reconnaître nos pratiques. Parce que moi, avant la reconnaissance financière, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la reconnaissance de notre travail, des heures qu'on passe à se creuser la tête et à travailler pour l'élaboration de notre vin. Et ce qui a été fait aussi, c'est que, par exemple, j'ai fait un système où on a parole des volumes, c'est-à-dire que au lieu de vendre en primeur, ben là, je prends rien, je pars sur un prix une année, et ce prix-là, je fais 2% de la valeur. Si vous le prenez 10 ans après, c'est 20% par rapport au prix d'engagement de départ. Voilà. Et tous les ans, cette proximité me permet, même des fois 2 fois par an, de faire le tour de tous les acheteurs. J'ai un cas en tête,
quand il y a eu la crise financière, l'Irlande était très touchée. Les Irlandais qui me prenaient 3000 bouteilles, je leur ai dit mais vous inquiétez pas, on va s'arrêter là. Vous prenez ce que vous avez besoin. Et l'Allemagne, qui était dans un essor important, m'a rapidement pris la palette que l'Irlande aurait eu du mal à vendre. Et donc ça me permet d'être en position de connaissance dans chaque pays des volumes qui sont à disposition. Là, ce qu'on parlait par rapport au millésime, si le 2016 a vraiment plu dans un pays plus que dans l'autre, on décale des volumes d'un millésime dans le pays où le vin est plus proche de la table et des menus qui sont proposés. Donc, vous faites combien de bouteilles par an, à la fois au Gravier et au Clos du Four? Alors le Clos du Four, c'est presque confidentiel puisque c'est 12 000 bouteilles maximum. C'est entre 8 000 et 12 000 maximum. C'est-à-dire que régulièrement j'ai du vin pour en faire un peu plus, mais on bloque volontairement là. Et le Gravier, on tourne entre 35 et 45 000 bouteilles. Et vos prix de vente, c'est quoi? Enfin, le public, si demain il veut acheter une bouteille chez un caviste, ça va lui coûter combien? Alors, chez un caviste, le Château des Graviers, il est entre, on va dire, 30 et 40 euros, suivant le transport, suivant où on se situe. Et à l'heure actuelle, le Clos du Four, il était essentiellement vendu à la restauration. Et là, on commence à le commercialiser à des cavistes. Ça sortira aux alentours de 70 euros la bouteille, prix caviste, quoi. Je voudrais dézoomer, justement, on parlait de la situation de Bordeaux. Il faudrait dire un truc. C'est que, par contre, si on ramène à l'échelle de la propriété, ce tarif, il n'est pas anodin. C'est-à-dire que ce tarif, si je faisais les volumes que j'ai le droit de produire à Margaux, je pourrais être à moitié prix, quoi. C'est-à-dire qu'en réalité, moi, si on repart de mon histoire, le volume que je faisais avait 8 hectares. En conventionnel, c'est pratiquement le volume que je fais maintenant avec 18 avec mes pratiques, quoi. Voilà. Donc, il faut être juste aussi, parce que le prix, pour moi, il faut que ça veuille dire quelque chose. Et dans ce que ça veut dire, c'est que j'ai fait un effort de minimiser mes ambitions tarifaires, justement pour que ça reste accessible, à mon sens, au maximum de monde, quoi. Est-ce qu'on peut parler encore un petit peu juste d'argent et de coûts de production? Vous savez combien ça vous coûte de produire une bouteille, le coût de production par bouteille sur Château des Graviers ou sur le Clos du Four? Tout le travail que vous avez, les salariés, l'élevage, les contenants, le temps que ça passe en cave et ainsi de suite? Nous, si on prend à l'inverse, c'est à peu près 5 euros que ça nous laisse pour le reste, quoi. D'accord, donc ça veut dire que quand vous vendez une bouteille 15 euros? Moi, quand je vends 18 euros... hors taxe. 18 euros hors taxe, ouais. Y a à peu près 5 euros pour moi, quoi. D'accord, sur le Château des Graviers? Oui. Et sur le Clos du Four, vous savez ou pas? Et 5 euros, l'idée, justement, c'est ce que je disais, c'est que c'est pas de stocker de l'argent, c'est que ça nous permet du coup de réinvestir dans du matériel, de réinvestir dans les bâtiments au niveau entretien. Et le sujet qui fâche aussi, c'est la pérennité, ça veut dire de pouvoir transmettre des entreprises. Et donc pour les transmettre, il faut être capable d'épargner ou de s'endetter pour derrière pouvoir la donner à ses enfants, quoi. Ça coûte combien un hectare à Margaux aujourd'hui? Il n'y a pas trop de prix, quoi. Non, sans rien. Parce qu'il y a peu de transactions? Là, ouais, c'est quand même plutôt calme. Donc, on va dire, c'est aléatoire parce que les grands terroirs garderont une valeur certaine. Mais là, les terroirs un peu plus moyens, il se passe plus rien, quoi. D'accord. Et les grands terroirs, vous savez combien ça coûte ou pas? Là, c'est vraiment le voisinage. En fait, la valeur, malheureusement, elle n'est pas faite par rapport au produit, à la valeur du produit qui pourrait en être tiré.
elle va être faite par rapport à la notoriété de la propriété, son classement, etc. Et donc qui va conditionner le prix de vente derrière, et donc qui va conditionner combien elle peut mettre du mètre carré, quoi. Si on dézoome maintenant, donc vous êtes dans une situation confortable, mais c'est pas le cas de la région. À votre avis, pourquoi est-ce que la région elle est dans une situation si compliquée? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de viticulteurs et viticultrices qui souffrent à Bordeaux? Alors, quand je dis confortable, elle est confortable parce que sur les graviers, on produit en gros la moitié de ce qu'on devrait produire. Je suis vraiment pas sûr que si on produisait les rendements autorisés sur l'appellation, qui correspondent à peu près au double de ce que je produis, je vous parlerai de la même manière. Bon. Pourquoi je dis ça? Parce que ça fait quand même très longtemps qu'on s'aperçoit qu'on boit de moins en moins de vin. Moi le premier, c'est-à-dire que je bois plus du vin curiosité ou plaisir que du vin. On n'est plus à ouvrir 6 bouteilles du même millésime et du même château. Donc là, il y avait quand même un doute quant aux grosses productions d'une même marque. Et après, étant sur ce territoire, on a quand même vu la vigne progresser. Et donc, oui, on pouvait se poser la question de se dire, d'un côté, des surfaces qui augmentent, de l'autre, une consommation qui diminue. Ça va peut-être pas être la bonne équation à un moment donné, quoi. Et donc, ça, c'était dans une situation économique, on va dire, qu'on connaissait. Et là, vu la géopolitique et la situation économique mondiale, ça ne peut qu'accentuer les choses, oui, effectivement. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop de gens qui ont essayé de profiter de l'euphorie et qui sont lancés dans la viticulture à mauvais escient? En tout cas, je ne sais pas si c'était à mauvais escient, mais là où il n'y avait pas forcément un marché pour tout le monde. Alors l'euphorie, oui. C'est-à-dire que dans notre profession, dans mon cas, j'ai plusieurs travails. J'ai un travail qui est la gestion, un travail qui est la production et un travail qui est la commercialisation. Et ça, quand on regarde globalement dans la filière, au lieu que ça soit une personne, ça a été scindé en plusieurs personnes. Et donc, au bout d'un moment, il y a quand même pas mal de personnes dans notre filière qui étaient coupées de la commercialisation, qui déléguaient une partie de notre travail, étaient délégués. Et donc, qui ont perdu le contact direct, que ça soit avec un importateur, que ça soit avec un restaurateur, que ça soit... bon. Et ça, moi, pour le vivre au quotidien, je trouve que c'est très important. Parce que on peut donner des explications sur une problématique d'un millésime, on peut donner... bon. Et donc cette proximité, dans notre vin, qui est un produit convivial, qui est un produit de consommation comme ça, de convivialité, je pense que c'est essentiel. Voilà. Ce dont vous parlez là, c'est les nombreux châteaux qui passent par la place de Bordeaux pour être commercialisés, qui est à la fois un système très efficace, parce que il permet en très peu de temps de distribuer du vin partout sur la planète pour un même château. En revanche, c'est un système qui fait que les châteaux ne savent pas forcément exactement où vont leurs vins. En tout cas, ils ont peu de contact avec le revendeur final ou le consommateur final. C'est ça? On perd une maîtrise à la sortie du chai, une maîtrise éperdue dans ce système-là. Et après, c'est surtout que on a des systèmes de production différents dans notre filière viticole. Les systèmes de commercialisation, pour moi, doivent être en adéquation avec ce qu'on produit. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi d'être dans l'artisanat du vin, mais je voulais être au plus proche de mon consommateur. Si j'avais voulu être dans l'industrialisation ou quoi que ce soit par rapport à la viticulture,
Là, effectivement, il y a des commerciaux qui savent faire le travail mieux que j'aurais pu le faire. Mais dans mon cas, c'est seulement la sincérité qui est recherchée et puis des produits de qualité tout en étant environnementalement sain. Ben, il y a 20 ans, c'était pas la passion de grand monde, quoi. Ça, c'est une évidence. Est-ce que le plan d'arrachage, c'est une bonne chose pour Bordeaux ? Une bonne chose par rapport à la viticulture, oui, parce que ça va assainir certaines choses, quoi. Mais il y a au bout d'un moment peut-être un plan B, c'est-à-dire que quand vous m'avez tout à l'heure parlé des coûts de production, c'est comment on peut alléger ces coûts pour diminuer la production et conserver une surface peut-être cohérente avec la qualité des sols qu'on a à Bordeaux, tout en produisant peut-être un peu moins de vin qu'on a pu le faire, quoi. On produit trop de vin aujourd'hui à Bordeaux, d'après vous ? Ben là, avec ce qui s'est arraché, je pense que ça ira mieux. Il y a moins de questions à se poser. Mais la question, c'est humainement parlant, ces terres, on en fait quoi. Voilà. C'est-à-dire que ça n'appartient pas qu'à des personnes qui ont décidé de partir à la retraite. Et même s'ils partent à la retraite, il va quand même falloir des gens pour financer leur retraite. Donc notre système, je pense que les répercussions vont être plus conséquentes qu'on les imaginait, quoi. C'est pas le tout d'arracher, qu'est-ce qu'on fait derrière, quoi ? Ben, moi, c'est la vraie question que je me pose. Chaque fois que je vois une parcelle arrachée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ces terres ? Parce que pour un paysan que je suis, j'aime pas le nom exploiter, parce que pour moi, ça veut dire des pratiques négatives. Mais par contre, on sait très bien qu'il va falloir s'alimenter et que le sud avance. C'est-à-dire que des zones qui nous produisaient des légumes sur l'Espagne et tout ça, mais tombent vers une autre problématique qui est de désertification. Donc, est-ce que c'est pas l'avenir de notre secteur que d'être un peu plus nourricier ? À part l'arrachage, hein, comment est-ce que Bordeaux peut s'en sortir ? Par rapport à ce que vous disiez, il y a une trentaine d'années, par exemple, quand on allait dans l'entre-deux-mers, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas que la viticulture comme on l'a connue ces dernières années. Donc l'euphorie dont on parle, elle aura été de courte durée, parce qu'en définitive, si on remet le contexte où tout ça, cette échelle de production, elle est relativement récente. Et cette production, on va dire intensive, elle est récente aussi. Donc ça montre bien que ça aura été de courte durée. Mais moi, quand j'en parlais avec des gens qui avaient polyculture et élevage, ils se mettaient à la vigne parce que faut reconnaître aussi que c'était un revenu non négligeable pour ces structures-là, quoi. C'est quoi les autres pistes pour que Bordeaux s'en sorte ? À part l'arrachage ? L'optimisme, déjà. Parce que le pessimisme, ça n'a jamais changé les choses. Donc, il faut se bouger, voilà. Et puis, se bouger pas sous la contrainte, quoi. Il faut que ça soit une envie réelle de redevenir ce que ça a toujours été, c'est-à-dire à différentes échelles, mais une région connue pour la qualité de ses vins. Et ça... Il faut que ce soit fait avec le cœur, c'est ça ? Avec beaucoup d'intention et beaucoup de cœur. Ouais. Alors j'arrive à la dernière question traditionnelle du podcast. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui dans ce que vous faites ? Alors, curieusement, c'est de plus en plus compliqué, mais c'est de plus en plus en harmonie avec mes convictions. Donc oui, pour moi... l'évolution est douloureuse et ça me peine pour tout ce qui m'entoure. Mais je pense que ça va être créateur à un moment donné de choses vertueuses et intéressantes. Donc tout ça va se reconstruire. Il n'y a pas de problème. Et puis je m'aperçois que il y a de plus en plus
de personnes qui voient la viticulture, mais au sens large, c'est-à-dire des interactions environnementales qui mettent de la forêt, pas forcément dans la vigne même, mais le périmètre forestier autour du vignoble commence à le considérer, voilà. Donc ça, c'est très très intéressant et c'est très valorisant pour notre profession, quoi. Merci Christophe. De rien. Voilà, vous savez tout, ou presque. En tout cas, c'est en rencontrant des personnes comme Christophe que je me dis que le Bordelais a tout pour faire vibrer les amateurs et amatrices de vin. Alors, vive Bordeaux! Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Je suis ravi d'avoir réalisé cet épisode pour vous, chers auditeurs et chères auditrices. Au montage et au mixage, c'était Emmanuel Nappet. Emmanuel Doré s'est occupé du générique original et le logo a été réalisé par Léna Mazilu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon!